La parole est à Madame Jeanine Dubié pour le groupe RDP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Monsieur le Ministre, permettez-moi immédiatement de vous dire que les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste portent une attention toute particulière à votre projet de loi, tant ce secteur en pleine mutation doit s'adapter afin de concilier performance économique, environnementale, sociale et sociétale. L'agriculture, c'est un enjeu stratégique, d'abord parce qu'en dépit de la crise qu'elle traverse et de la montée en puissance de ses concurrents, elle reste la première d'Europe. L'agriculture, c'est un enjeu stratégique car elle contribue à notre commerce extérieur à hauteur de 11 milliards d'euros. 11 milliards d'euros d'excédent, c'est d'autant plus important à souligner compte tenu de notre déficit extérieur qui est de plus de 61 milliards d'euros en 2013. Enfin, l'agriculture est un enjeu stratégique car c'est 29 millions d'hectares, soit plus de la moitié du territoire national. Et avec l'agroalimentaire, c'est plus de 3,5 millions d'emplois avec des potentialités de création d'emplois. En Midi-Pyrénées, où on parle souvent de la place de l'aéronautique, c'est le secteur de l'agroalimentaire qui constitue le premier employeur. N'oublions pas qu'aujourd'hui, un jeune diplômé en agriculture trouve rapidement du travail, contrairement à beaucoup d'autres secteurs de notre économie. C'est un secteur en quête de main-d'œuvre qualifiée et porteur d'emplois. Lors du Salon de l'emploi et de l'alternance des métiers agricoles organisé par la Chambre d'agriculture de Tarbes en juin 2014, on constatait d'ailleurs que les projets de recrutement avaient augmenté de 8,2% en 2013. Pourtant, l'agriculture a trop souvent été le parent pauvre des débats stratégiques sur l'avenir de la France. Aujourd'hui, à l'heure où elle traverse une crise difficile dans de nombreuses productions, où nous allons débattre ensemble sur ce projet de loi d'avenir pour l'agriculture, les députés du groupe RRDP pensent qu'il est temps de remettre à la place qu'elles méritent les questions agricoles. Oui, il est temps de renouer ce lien intime entre la société française et son agriculture afin de lui donner les moyens de se moderniser et d'être performante sur le plan économique, environnemental et social. C'est le sens du concept d'agroécologie. Il nous faut sortir de la posture clivante et de l'opposition stérile entre performance économique, c'est-à-dire la faculté pour les paysans de vivre correctement de leur travail en favorisant l'amélioration des rendements, et les exigences environnementales, notamment sur l'utilisation des produits phytosanitaires, à la fois pour répondre aux attentes des consommateurs, mais aussi pour protéger la santé des agriculteurs eux-mêmes. En s'inspirant de nombreuses expériences constatées sur le terrain dans tous les départements, le projet de loi propose de sortir de cette opposition et de promouvoir la désormais fameuse double performance économique et écologique. Nous saluons cette méthode qui consiste à se nourrir des retours d'expérience pour tenter de les généraliser, notamment grâce à l'outil du GI2E. Monsieur le ministre, si vous avez choisi de partir de la base pour bâtir des outils au service d'une agriculture modernisée, il vous fallait aussi tenir compte des engagements français au niveau de l'Union européenne pour lesquels vous avez porté haut les couleurs de la France. Ce projet de loi s'inscrit en effet directement dans le cadre européen bâti après la dernière réforme de la PAC de juin 2013. Il n'y aura pas d'agriculture française moderne et compétitive sans une politique agricole commune forte et ambitieuse. C'est le niveau pertinent d'action pour avoir les moyens d'intervenir efficacement. Vous avez réussi à imposer avec plusieurs alliés le principe de la dégressivité des aides et notamment la revalorisation de 10% d'ici 2015 du paiement redistributif au titre des 52 premiers hectares et le couplage des aides pour l'élevage. Ensuite et enfin, conformément aux engagements de campagne du président sur la diversité des modes de production agricole sur tous les territoires, vous avez défendu et obtenu la revalorisation à hauteur de 15% des indemnités compensatrices de handicap naturel. Très attaché au maintien de la vitalité des territoires ruraux et en particulier de montagne, je tiens à vous remercier personnellement de ce combat, remerciement auquel j'associe mon collègue Joël Giraud, élu des Hautes-Alpes.
Si nous avons conscience des enjeux de compétitivité, nous défendons la nécessité de produire sur tous les territoires sans laisser sur le bord de la route les agriculteurs en zone de montagne. Je voudrais enfin insister sur l'impérieuse nécessité de travailler à l'harmonisation des exigences environnementales et des normes sociales au niveau européen. C'est un combat long et difficile, mais c'est un combat qu'il nous faut mener sans relâche pour réduire au maximum les phénomènes de concurrence déloyale au niveau européen, ces phénomènes qui participent en partie aux difficultés de l'agriculture française. Toutefois, si les contraintes européennes existent, il nous reste des marges de manœuvre nationales pour améliorer la situation de l'agriculture. Dans votre projet de loi, Monsieur le ministre, vous avez fait le choix de permettre aux agriculteurs de porter un projet collectif qui permettra des coopérations avec les acteurs des territoires et des filières dans une approche de développement local intégré. C'est l'objet du GI2E qui donne la possibilité d'agir plutôt que de subir. Si la pollution du sol et des cours d'eau par les intrants chimiques est réelle, nous devons, comme cela a déjà été dit à plusieurs reprises, reconnaître les immenses progrès réalisés par les agriculteurs depuis 20 ans. Certificat d'économie de produits phyto, transparence des contrôles, encadrement de l'utilisation, nous partageons vos objectifs. Nous les partageons à condition de rester dans la limite du raisonnable et de ne pas sombrer dans des mesures inapplicables et insupportables pour la survie des exploitations agricoles. Enfin, le projet de loi confirme et améliore la contractualisation instaurée en 2010 par la LMA afin de renforcer les organisations de producteurs face à la grande distribution. Cependant, nous savons que les résultats sont assez hétérogènes en fonction des filières et que la contractualisation ne permettra pas, à elle seule, de mettre fin au captage de la valeur ajoutée par la grande distribution. Le projet de loi confirme aussi le médiateur dont l'expérience sur la crise du lait nous apprend qu'il peut être très utile. Au sujet de la disparition du foncier agricole, je me permets de rappeler qu'au rythme actuel, c'est un département de surface agricole utile qui disparaît tous les 7 ans. Le projet de loi prévoit de nombreuses dispositions pour redonner enfin aux SAFER les moyens de limiter, par des élargissements du droit de préemption et l'amélioration du contrôle des structures. Nous connaissons aussi les contraintes liées à la crise du logement et nous savons que nous devons aller vers la densification des villes et des centres-bourgs pour réduire l'étalement et le mitage. Enfin, concernant les jeunes et en cohérence avec les engagements de campagne du président de la République, le projet de loi est ambitieux et c'est tant mieux. Nous vous l'avons déjà dit en première lecture, notre agriculture construira son avenir uniquement si elle favorise les jeunes agriculteurs en encourageant leur capacité d'installation, notamment hors cadre familial. L'enseignement agricole est par ailleurs conforté dans la loi et nous nous réjouissons de la poursuite de la professionnalisation du métier d'agriculteur. Dans ces grandes lignes, Monsieur le ministre, c'est donc un bon projet de loi qui ouvre des perspectives intéressantes et donne des moyens aux agriculteurs pour se moderniser sur de nombreux aspects. Pour autant, le projet de loi ne répond pas entièrement aux nombreuses attentes de nos agriculteurs, a fortiori au moment même où ils traversent pour beaucoup d'entre eux une crise sans précédent. L'immense majorité d'entre eux doit désormais faire face à la concurrence de leurs voisins européens et des grands pays producteurs dans le monde. Instabilité des prix, fin des quotas en 2015, coût du travail, contraintes administratives, réglementation et normes environnementales de plus en plus exigeantes, c'est tout un ensemble de facteurs qui pèsent sur la compétitivité de notre agriculture et sur lesquels nous devons faire plus et mieux. Nos paysans attendent le choc de simplification promis par notre président et veulent pouvoir enfin se battre à armes égales avec leurs concurrents. Monsieur le ministre, la situation extrêmement contrainte de nos finances publiques ne vous donne pas, pour cette loi, un budget à la hauteur des enjeux de la crise agricole. Au groupe RRDP, nous nous posons tout de même la question de savoir si certaines actions n'auraient pas mérité de bénéficier de moyens budgétaires supplémentaires, et je pense en particulier à nos jeunes et aux filières fruits et légumes intensives en main-d'œuvre. Enfin, au sujet de la problématique déjà évoquée et bien connue ici de l'équité du partage de la valeur ajoutée entre les agriculteurs, les industriels et la grande distribution, nous sommes loin du compte. Les mauvaises pratiques perdurent dans les négociations commerciales, comme l'a rappelé notre collègue et spécialiste Annie Leloc au cours de nos débats en deuxième lecture en commission. Monsieur le ministre, vous le savez, c'est un sujet majeur sur lequel nous ne pourrons pas ne pas revenir si nous voulons enrayer l'effritement de notre agriculteur. Enfin, votre projet de loi initial était plutôt court et concentré sur seulement 39 articles.
Le débat à l'Assemblée nationale en première lecture et en deuxième lecture en commission fut intéressant et fécond. En comptant les commissions et la séance publique, c'est quasiment 3000 amendements déposés et presque 850 adoptés. Les chiffres le démontrent, ce texte a passionné les députés et cette implication dans le travail législatif a permis un enrichissement considérable du texte. Au Sénat, le débat a aussi été de grande qualité et il a fait lui aussi évoluer le projet de loi. Pour cette deuxième lecture, nous nous sommes volontairement limités à une quarantaine d'amendements pour cet examen, dont je ne doute pas qu'il nous permettra encore de parfaire le texte. Et à cet instant, je salue la disponibilité de votre cabinet, avec qui nous avons pu dialoguer de manière constructive, et je tiens à les en remercier. Parmi ces 40 amendements, nous tenons particulièrement à certains d'entre eux que je tiens à vous présenter. Nous avons quelques amendements relatifs au foncier agricole visant à renforcer et à améliorer le rôle de régulateur des SAFER, la prise en compte du plan régional d'agriculture durable dans le périmètre du SCOT et le développement agricole dans l'élaboration des PLU et l'augmentation du plafond maximal de l'amende administrative dans les cas de fraude au devoir d'information mentionné à l'article 13. Nous vous proposerons aussi des amendements visant à limiter les obligations de reboisement dans les cas de compensation de défrichement. Nous appellerons également à une meilleure reconnaissance du rôle des chasseurs, d'abord par une présence inscrite dans la loi au conseil d'administration des SAFER et par l'introduction d'une précision sur leur responsabilité sur les obligations sanitaires à l'égard du gibier. Ensuite, concernant les jeunes agriculteurs, si nous avons beaucoup progressé et que nous saluons les avancées majeures contenues dans le texte, nous pensons que nous pouvons encore aller un petit peu plus loin. Nous continuons de penser que la professionnalisation doit être poursuivie sans relâche et qu'une formation sans précision sur son contenu ne suffit pas pour bénéficier du volet de la politique de l'aide à l'installation des jeunes. Sur l'article 16 bis, nous tenterons de vous convaincre de l'utilité du maintien de la limitation de l'accès aux aides de l'État à la condition de détention majoritaire du capital social, sous peine de prendre le risque de voir se développer le phénomène de financiarisation de l'agriculture par des investisseurs qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'agriculture. Le débat que nous allons avoir dans notre hémicycle est essentiel sur de nombreux sujets. Il aura des conséquences majeures sur l'avenir de notre agriculture. Nous l'avons déjà dit et entendu, notre agriculture, c'est la base de notre alimentation saine et de qualité, c'est l'assurance de notre sécurité et de notre autonomie alimentaire, c'est le fondement de la vitalité de nos territoires, c'est l'image de notre pays dans le monde. En dépit de nos appréciations parfois différentes, notamment sur l'incomplétude des réponses apportées par ce projet de loi face aux attentes du monde agricole, permettez-moi, mes chers collègues, de former le vœu que nos débats permettent d'envoyer à tous nos paysans et agriculteurs un message d'espoir pour l'avenir de notre agriculture. Merci. Merci, Madame